Amis des résistances, bonjour. Un internaute m'a envoyé un colis qui contenait différents composants, différents systèmes, et que je vous présenterai en fait dans une prochaine vidéo. Et à l'intérieur de ce colis, par contre, il y avait, on va le voir, un petit sachet de résistance qui m'a inspiré, on va dire, la vidéo d'aujourd'hui, qui est déjà, à mon sens, suffisamment longue, ce qui fait que je vous montrerai le reste une autre fois. Dans tout ce que m'a donné ce sympathique internaute, il y avait entre autres ce sac ici de résistance. Et en effet, si on les regarde de plus près, c'est des résistances de puissance, dites vitrifiées, de la marque bien connue Sfernice. Voilà, là on peut voir le modèle, ici la valeur, c'est des 51 ohms. Alors pour info, ce genre de résistance de puissance, c'est des corps en céramique sur lesquels est enroulé un fil résistif et qui sont ensuite recouverts de ce vernis ici, un vert. C'est des très très bonnes résistances. Et quand j'ai vu ça, comme à mon habitude, j'ai voulu chercher des renseignements dessus sur internet et je suis tombé sur le datasheet de cette résistance et je me suis dit que tiens, ça pouvait être intéressant d'en profiter pour partager avec vous toutes les informations intéressantes qu'on peut lire sur un tel datasheet. Alors regardons ça ensemble. On trouve très facilement le datasheet de cette résistance, enfin en fait de cette famille de résistances sur Internet. Et voilà, on la trouve ici en cherchant résistance RB61, on trouve ça très rapidement. Et c'est intéressant, je vais m'attarder un petit peu là sur le datasheet d'une résistance. C'est vrai que c'est pas quelque chose, à la limite, qu'on a l'habitude de regarder. On regarde plus souvent les datasheets sur les semi-conducteurs, et pourtant, on va le voir, c'est assez riche d'enseignements. Donc, alors, ils font pas un datasheet par modèle, c'est pour une famille. Donc, on voit en fait que toute la famille ici, RB, va dépendre de la taille, de la résistance, des choses comme ça, qu'il y a plusieurs désignations, bon, ça, on va dire c'est plutôt des histoires de normes, de référence ici. Alors, la valeur la plus importante d'une résistance, c'est sa valeur en ohms. Maintenant, ils vont pas s'amuser à faire un datasheet par valeur. Donc, en gros, ici, on dit que ces modèles-là, ils existent de 0 à 1 ohm, ici, à 16 kOhms. Selon la norme machin, ça baisse un petit peu. Bon, enfin, encore une fois, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Ce qui va être très intéressant pour une résistance, surtout une résistance de puissance, c'est la puissance max qu'elle peut dissiper. Donc on voit que le modèle RB61 ici, elle peut dissiper 5 watts à 25 degrés. On voit ici que à 70 degrés, elle en dissipe moins. Et c'est ce qu'on appelle le dérating. C'est quelque chose qui est relativement facile à comprendre. Je veux dire, ce qui fait un petit peu les échanges thermiques, c'est la différence de température entre un corps et son environnement. Donc, plus la résistance va être chaude, moins la différence de température avec l'environnement quelque part va être importante, et ça veut dire qu'elle va pouvoir moins dissiper. Donc ici, on le voit, que à 70 degrés, voilà, elle peut dissiper moins de puissance, sachant que souvent, alors je sais pas s'ils l'ont mis ici, après il y a souvent des courbes, justement, de dérating qui montrent que la puissance max, eh ben, elle descend au fur et à mesure que la température ambiante augmente. Alors là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'ils disent que tant que la température de surface est inférieure à 450 degrés, on peut monter jusqu'à 7 watts. Alors ça, c'est intéressant parce que les puissances ici, généralement, c'est des puissances, je veux dire, à l'air libre. Ça veut dire que si par exemple on met un ventilateur, une ventilation forcée, qui améliorera la dissipation, et tant que la température dépasse pas cette valeur, on peut dissiper plus. Ensuite, alors ça c'est une notion qui est très intéressante, c'est les 300 volts, c'est la tension maximum qui est applicable aux bornes. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve sur toutes les résistances, et c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Si par exemple, je voulais mettre une résistance ici sur quelque chose qui ferait, je sais pas, 600 volts par exemple, ou 480 volts, je ne pourrais pas mettre cette résistance. Alors, ce qu'on fait généralement dans ces cas-là, on en met deux en série, ou on utilise des résistances dites haute tension, qui sont prévues pour. Ici, il y a un truc qui s'appelle la résistance critique. La résistance critique, c'est quoi en fait? C'est en gros, c'est quelle est la valeur de résistance maximum à la puissance maximum qu'on peut avoir. Alors en fait, si on regarde bien, c'est lié, enfin, tous les paramètres sont liés, la tension aux bornes ici, la puissance, et donc le courant, tout ça, ça se calcule. Alors pourquoi ici il n'y en a pas? Parce qu'il y a des chances que de toute façon, dans le range des valeurs possibles,
de toute façon, c'est le maximum quelque part, c'est hors valeur. Mais voilà, ici, ça veut dire que, par exemple, si je prends le modèle RB59 et que je veux l'utiliser à sa puissance maximum, ici, nominale de 3 watts, et ben, a priori, je peux pas dépasser 4,8 kΩ parce qu'après, la tension aux bornes dépassera les 120 volts ici indiqués. Ensuite, bah, il y a toujours plein de paramètres, hein. Ici, voilà, pendant 10 secondes, qu'est-ce que ça accepte comme surcharge? Et là, on voit que ça accepte 10 fois la puissance nominale pendant 10 secondes, à condition d'être à 25 degrés. Donc ça, cette mesure-là est acceptable à condition qu'on soit à plus ou moins 2% de la valeur nominale plus 0,1 ohm, et que derrière, suite à cette surcharge-là, on n'aura pas plus de décalage que ça. Bon, voilà, à chaque fois ici, hein, pour toutes ces valeurs-là, il y a dans quelles conditions en gros sont faites la mesure et quel est le maximum d'écart dans la valeur qui peut être observé. Donc on a ici là donc la surcharge temporaire, les cycles de température, hein, ça veut dire qu'une résistance comme ça, si on la fait varier 5 fois de moins 55 à 200 degrés et vice versa, hein, parce qu'il va lui faire des chocs thermiques, ça accepte ça. L'humidité, alors ça c'est intéressant, la force des terminaux, hein, voilà, ils disent qu'on peut tirer sur les broches de 20 newtons, qu'on peut tordre les broches complètement 2 fois, et faire une rotation des broches de 180 degrés. Et c'est là que, enfin, moi, je trouve toujours un peu ça marrant dans les datasheets où, en fait, c'est vrai qu'il y a des tas de trucs comme ça. Ici, on voit, par exemple, l'espérance de vie, voilà, 1000 heures à la puissance nominale, et ainsi de suite. Donc là, ils disent, par exemple, que ça peut supporter des surcharges importantes, mais enfin, voilà, ils disent EV, hein, lourde, pendant 100 millisecondes. Maintenant, on sait pas trop ce que ça veut dire important. Ils se moquent pas trop sur ce coup-là. Euh, Après, ils disent que voilà, si on a des besoins spécifiques, on peut bien sûr demander au constructeur. Là, ils donnent des recommandations d'usage. Hein, voilà, ils disent que comme ça dissipe de la puissance ici, il faut mieux les souder avec de la soudure qui a un point de fusion assez haut. Alors ça, c'est pas un truc débile du tout. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois. Hein. J'avais fait avec ces résistances-là une sorte de panneau en les mettant en série parallèle pour ma femme, pour faire un truc pour chauffer des poussins. Hein. Alors, normalement, ça se fait pas avec ce genre de résistance, mais enfin, comme j'en avais tout un lot qui me servait pas. Mais en effet, ça a un peu trop chauffé et ça a fondu la soudure. Ce qui fait que il y en a qui se sont dessoudés. Alors heureusement, de la façon dont elle a été montée, le fait qu'elle se dessoudent a eu tendance à baisser la puissance dans tout le système, ce qui fait que il a chauffé moins et que ça n'a pas été cumulatif. Donc ça, il faut y faire attention. Éventuellement, ce qui se fait beaucoup avec les résistances de puissance, c'est de ne pas les souder, hein, c'est de les sertir, ce qui justement évite éventuellement ce genre de problème. Ils disent aussi que dans les valeurs de résistance très faibles, hein, genre 0,1 ohm, il faut toujours faire attention à la valeur des fils, mais ça, bon, j'en ai déjà parlé, hein, c'est les mesures Kelvin, par exemple, qui permettent justement de pas prendre ça en compte, et ils disent que voilà, il faut vérifier à moins de 5 mm du corps de la résistance pour vérifier la valeur nominale. Ensuite, ils disent que si on les monte à l'air libre, par exemple, voilà, la distance entre les résistances doit être égale à 5 fois le diamètre de la résistance. Hein, ça, c'est de façon à ce qu'on laisse assez d'air libre entre les résistances pour qu'elles se refroidissent correctement. Voilà. Ensuite, ils disent que si la boîte n'est pas ventilée, il faut réduire enfin la puissance. Au contraire, en ventilation forcée, la dissipation elle peut être améliorée. Et encore une fois, hein, ce qu'ils disent, c'est que dans tous les cas, voilà, ils donnent que la température de la surface ne doit pas être supérieure à 450 degrés. Après, bien sûr, ils vont dire qu'en standard, la précision, c'est 5%. Alors, quelque chose de très important aussi dans les résistances, c'est le coefficient de température. C'est-à-dire dans quelle proportion la valeur nominale de la résistance va changer avec la température, sachant que généralement, ce qu'on cherche, c'est que ça change le moins possible. Donc là, c'est souvent en effet donné en ppm. Hein, voilà, donc là, ils disent c'est 75 ppm. Voilà, et ensuite, l'isolation diélectrique. Alors, l'isolation diélectrique, en fait, c'est par rapport au corps de la résistance. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la tension max aux bornes,
L'isolation diélectrique, c'est entre le corps de la résistance et le potentiel de n'importe quelle borne, en fait. Comme c'est des résistances bobinées, elles sont a priori plutôt inductives. Ça peut être plus ou moins gênant selon l'application, sachant que voilà, ils disent qu'il y a des bobinages dits non inductifs. Bon, il y a des techniques spéciales disponibles. Voilà, ici, tiens, bah justement, on voit cette courbe de dérating dont je parlais tout à l'heure, et on voit bien que voilà, là, il y a une perte de puissance en fait par rapport à la température ambiante. On voit que voilà, la puissance nominale ici, elle est à 100%. Ici, c'est une échelle linéaire, hein, donc ici 50. Voilà, on voit que c'est 100% ici vers 75 degrés, et que derrière, bah, de façon quasi linéaire, on perd de la puissance. C'est-à-dire que si cette résistance fonctionne à 300 degrés, par exemple, eh ben voilà, elle ne peut plus être utilisée en gros qu'à 15%, 15-20% de sa puissance nominale. Ici, on a une autre courbe ici qui est intéressante, hein, qui dit la température va monter hein, à l'air libre par rapport à la puissance, et selon les types de boîtiers. Après, ça explique bah, le marking, le date code et ainsi de suite. Hein, donc. Et ici, les différents modèles qu'il peut y avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Hein. Je pense que, encore une fois, c'est très important hein, de bien lire les datasheets quand même. C'est vrai que dedans, il y a des infos qui sont pas forcément toujours intéressantes, mais c'est quand même quelque chose de riche d'enseignements. En même temps, là, c'est pas le cas, mais souvent, dedans, il y a aussi des exemples d'applications et aussi, des fois, des paramètres auxquels on pense pas et qui peuvent, des fois, expliquer des mauvais fonctionnements ou des erreurs de design qu'on peut avoir dans ces conceptions. Et Maurice, qu'est-ce que c'est que ça? Mais Maurice, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est une énorme résistance. Mais quoi? C'est quoi? Tu veux montrer que toi t'en as une grosse? Le type qui se prend pour le Rocco Siffredi de l'électronique. Il m'aura tout fait. Bien, enfin voilà, donc bah, ça y est, la tempête est passée, j'ai pu réparer quand même, on va dire, le plus gros, et surtout remettre en place ma parabole, hein, c'est pour tout faire, manifestement. Mon système de fixation doit pas être top, parce que chaque fois que ça souffle, j'ai beau tout serrer à mort, faut toujours que ça bouge. Enfin voilà, donc tout remarche. Je vais pouvoir encore continuer tous ces projets. Pour info aussi, vous savez que mon ami Jean-Jacques a monté cette imprimante 3D, là, ce kit que je vous avais montré rapidement. Et bah ça y est, on va dire, il commence à arriver au bout, avec bien du mal. Il a photographié et bien montré toutes les étapes et toutes les démarches qu'il a eues. Mais enfin voilà, et il arrive au bout. J'espère que durant mes vacances, là, entre Noël et le jour de l'an, je pourrai vous montrer tout ça en détail. Et je pense que son expérience sera aussi enrichissante. D'ici là, que le grand Carbonneau, seigneur des résistances, veille sur vos montages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.